Le message qu'on envoie, c'est si vous voulez garder une vie privée, vous ne pouvez plus faire de politique. Les gens ne viennent pas en politique parce que c'est de la... Effectivement, les attaques, les couteaux volent bas. Vos travers, on va les mettre sous la lumière. C'est sûr. Et c'est la justice qui s'en occupe, c'est pas les médias. Oui, il y a des choses qu'on doit savoir, mais est-ce qu'on doit tout savoir? Est-ce qu'on doit aller dans la chambre à coucher des gens? Ça, là, t'es rendu à un autre niveau, là. Je suis François-David Bernier, bienvenue à La Firme. Cette semaine, on parle de politique, juridico-politique. On veut analyser parce que les élections s'en viennent et ce qu'on se rend compte, c'est que ça joue dur. Il y a des coups bas qui se font, il y a des plaintes. Les candidats là, sont prêts à tout pour diminuer l'autre. Et on reçoit Éric Duhem, justement. On croyait, on n'est pas là pour faire de la politique, mais on croyait que c'était une bonne personne à recevoir comme témoin parce que c'est quelqu'un qui est très résilient. Et justement, dernièrement, il y a eu une plainte au DGE contre lui du Parti québécois. Donc, on voulait en savoir plus et analyser par la suite le juridique dans tout ça. Qu'est-ce qu'il vient faire en politique? Elle est où la ligne en politique pour la diffamation? On écoute Éric Duhem à l'instant. Je pense que c'est plus dur que ça a déjà été. Tu sais, je lis des fois sur comment René Lévesque partait après, puis il allait prendre un verre avec des libéraux en sortant des travaux parlementaires. Je pense que c'est de plus en plus difficile, cette réalité-là, pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer. Puis c'est sûr que, tu sais, vous parlez de la plainte, par exemple, du Parti québécois qui nous accuse. Moi, j'ai distribué mon livre dans Arthabasca pendant une élection partielle. J'avais demandé un avis au directeur général des élections du Québec. Puis on l'a chargé au prix qu'on l'a payé. On l'a acheté directement de l'imprimeur qui allait s'en débarrasser après 4 ans qui traînait dans le fond du backstore. Okay. C'est sûr qu'on ne l'a pas payé le même prix qu'il était en vente à la librairie 4 ans plus tôt. Donc, on a convenu que c'était le prix courant. Et donc, on est allé comme ça. Le Parti québécois, c'est pas ça. Il décide... Il appelle des médias. Ça, c'est peut-être le bout de le pire. Parce que vous l'avez appris pas... Par un journaliste. Par un journaliste direct. Oui. La plainte n'était pas arrivée du DGE. Là. Pire que ça. Fait que, un, on le sait pas. Deux, eux autres, ils vont voir un journaliste avant d'aller voir un enquêteur. Déjà, tu sais, quand tu as une plainte, moi, si quelqu'un fait quelque chose de criminel ou d'illégal, je ne vais pas aller voir un journaliste. Normalement, tu vas voir les enquêteurs, puis c'est la justice qui s'en occupe, c'est pas les médias. Donc, l'intention, déjà là, ça témoigne l'intention réelle. Était plus de salir que de savoir et d'avoir justice. Donc, ça a été un problème. Puis moi, je l'ai su comme par le média. Là, j'ai appelé au DGEQ. Ils ne savaient pas trop de quoi je parlais parce qu'eux-mêmes, j'imagine, la plainte n'avait même pas été traitée encore. Donc, ça fait des situations où tu dis, OK, c'est vraiment des campagnes de salissage. Là. On est loin de la justice puis de la démocratie. Tu sais, parce que je m'adresse à vous, peut-être pour parler au nom de tous, à quoi ça sert au parti de ce genre de stratégie-là? Qu'est-ce que ça donne à un parti? Bien, c'est sûr que ça donne si mauvaise vous êtes réputation. diminué. Ouais. Je vais vous donner deux exemples bien concrets. Moi, mon adversaire dans Arthabasca, Alex Boissonneau, c'est un gars qui avait un passé criminel. Il avait un dossier judiciaire, c'est un gars qui a fait 42 jours de prison, c'est documenté, il faisait partie d'une organisation d'extrême gauche radicale, anticapitaliste. Il a été arrêté, il a été détenu, il a été reconnu coupable au criminel. Ça, je veux dire ça... Oui, c'est pas bon, c'est pas élogieux quand tu es en politique qu'on rappelle ton passé criminel. Mais en même temps, c'est une vérité. Je veux dire, c'est pas comme... On n'invente rien là, quand on dit ça. Quand tu accuses des gens, puis tu vas voir des journalistes, puis tu dis qu'il y a de la fraude, alors qu'il n'y a même pas d'enquête d'ouverte, bien là, tu es ailleurs. Là. Parce que là, c'est carrément du salissage. Moi, si j'avais été reconnu coupable, c'est correct qu'on en parle. Mais là, tu sais, puis des fois, là, c'est ça le but, là. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des coups bas comme ceux-là. Ce qu'ils veulent, c'est associer ton nom avec le mot fraude ou avec le mot enquête ou avec le mot... Parce que t'es coupable. Le tribunal populaire, là, il te rend coupable avant même que le tribunal de la justice ait rendu. Est-ce que c'est tolérable qu'on est politicien, tout ça? C'est sûr que quand tu acceptes de te présenter, de mettre ton nom sur un bulletin de vote puis ta face sur un poteau, bien, il y a un coût à ça. Puis le coût à ça, c'est que ta vie privée est diminuée, est ratatinée, si on peut dire. Là.
Je peux pas aller à l'épicerie et faire semblant que je ne suis pas Éric Duhem. C'est sûr que le monde va m'interpeller. Après ça, il y a des... Puis même légalement, puis là, c'est sûr que cet aspect-là va vous intéresser encore plus, mais c'est sûr que légalement, une personnalité publique, on peut dire plus de choses contre elle qu'une personnalité qui n'est pas publique. Parce que la personnalité publique a accepté de s'exposer, puis elle veut s'exposer, parce qu'en même temps, on est victime de ça parce qu'on veut nous-mêmes se mettre à l'avant-scène, nous-mêmes, on veut passer le message, nous-mêmes, on veut avoir notre face dans le Kodak en quelque part. Et donc, ça vient aussi avec un coût, puis le coût, c'est des fois qu'effectivement, les attaques puis les couteaux volent bas. La première partie de l'entrevue d'Éric Duhem est assez éloquente sur ce qui se passe en politique. Et je suis avec mon équipe, évidemment, pour analyser tout ça. Maître Jean-Paul Boily, généraliste, mais aussi, il a touché à tout en politique. Pas mal. Mais il n'a pas été député. Mais il connaît la joute. Maître Camille Côté, qui va tout nous expliquer la jurisprudence, à savoir où est cette ligne. Bonjour. Bonjour. On écoute M. Duhem, on voit là, des attaques. Et là, du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ, on va dire une autre version, on va dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. De l'autre côté, on voit M. Duhem, mais on sent à quoi sert ce genre d'attaque-là en politique. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est justifié? On cherche à attaquer la crédibilité. Il y a deux choses, là. La crédibilité, c'est une chose. Est-ce qu'on a respecté les règles? Ça, c'est le DGE qui aura décidé. Bon, on a la version de M. Duhem. M. Plamondon aurait dit, semble-t-il, autre chose. Est-ce que les dépenses étaient approuvées? Est-ce que c'était correct de faire ce genre de dépenses-là? Est-ce qu'on a respecté la règle? La règle de la loi. Oui. C'est la loi, j'ai un blanc, sur la loi électorale. Oui, exactement. Dans la loi électorale. Il y a des dépenses qui sont permises et on doit donner un juste prix en fonction de ce qui a été non pas payé, mais ce qui aurait dû être payé. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas le cas? On n'en juge pas aujourd'hui. Donc, il faut clarifier, dans la loi, lorsqu'on a des dépenses, ça doit être un prix raisonnable en fonction du marché, en fonction de l'endroit où on est. Vous savez, louer un local de 1000 pieds carrés au centre-ville de Montréal ou à Thetford Mines, c'est pas le même prix. Mais on n'entrera pas dans les détails de ça, mais on s'entend que tout ça est débattable. Tout à fait. Que vaut quelque chose à tel moment, à telle place. Tout à fait. Il faudra que le DGEQ vérifie tout ça, mais il y a un débat à ça. Mais là... Mais est-ce que c'est pertinent parce qu'on s'entend que M. Duhem, dans Arthabasca, c'est le PQ qui est rentré. Ouais. Est-ce que c'est une forme d'attaque? Est-ce que c'est pertinent de faire ça? Bien, tout ça, selon moi, repose un peu sur, vous l'avez dit, la crédibilité, mais à quel point, sur quoi on met de l'importance? Sur quoi les personnes qui vont voter vont venir dire, OK, bien là, toi, tu n'as pas été super transparent là-dessus, moi, ça vient me déranger, ça vient attaquer un peu, mes valeurs, peut-être que mon représentant ne soit pas 100 transparent. C'est plus là de dire, moi, je suis contre toi, donc bien évidemment, je vais aller chercher tous les petits bobos que je peux trouver possibles et imaginables que tu aurais peut-être cachés, tu aurais dû peut-être pas cacher, on ne le sait pas, pour venir attaquer ta crédibilité puis avoir les... Mais on sent, là, on n'entre pas dans les détails, comme je dis, mais on sent qu'on va attaquer la crédibilité. Tout à fait. On sent qu'on veut donner une perception au public dans certains cas. On parlera aussi d'autres cas qui visaient M. Duhem, mais est-ce que légalement, c'est accepté, d'aller jouer sur une perception ou ça peut franchir une ligne? On l'a dit tout à l'heure, on est dans une joute politique. Est-ce que là, il y a un intérêt majeur? Parce que le candidat du Parti québécois, ce que je sache, a gagné cette élection-là. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt autre qu'un intérêt politique à aller dénoncer une situation qui a fait en sorte, si M. Duhem, puis je ne veux pas le défendre, si M. Duhem avait gagné cette élection-là, là, il y aurait un intérêt pas juste politique, il y aurait un intérêt juridique, il y aurait un intérêt, évidemment, de gain ou de perte. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, le cas, c'est est-ce qu'on a respecté la loi électorale? Ça, j'en conviens, et je suis d'accord avec ça. Mais prendre ça, puis en faire une attaque politique en disant « Voici, ces gens-là sont peut-être pas crédibles parce qu'ils n'ont peut-être pas respecté la loi électorale. » Là, c'est dangereux, parce que dangereux. Ce que M. Duhem, en plus, il l'apprend des médias avant même de savoir qu'il y a une plainte. Oui, est-ce que, puis là, on présume de rien,
mais est-ce que c'est des stratégies politiques? Ben, là? tout à fait. C'est sûr que là, à l'interne, on a fait couler comme on fait généralement. Lorsqu'on a un scoop, bien, c'est certain que, je l'ai fait moi, au niveau politique, au niveau sportif et au niveau, à d'autres niveaux, on veut que la nouvelle parte dans le sens qu'on veut qu'elle soit rendue. Alors, c'est évident que lorsqu'on laisse couler une information là et ça ne vient pas évidemment de la personne qui est impactée, mais ça vient des gens qui veulent... ils ont un intérêt à faire ça, c'est bien sûr. Mais est-ce que tous ces jeux politiques, parce qu'on en nomme, là, il y a Pascal Paradis, justement, du PQ, lorsqu'il s'est présenté, il y a des courriels qui avaient fuité en lien avec, qui avaient discuté avec la CAQ. On voulait lui reprocher ça, comme si c'était un paria, mais lui s'est retourné de bord et il a réussi à survivre. Et là, il a dit, ben oui, mais les courriels prouvent qu'on avait menti sur le troisième lien. Donc, il y a une joute comme ça. Oui, puis on peut M. s'en Paradis servir. s'en sort bien, justement, avec ça. Il y a dernièrement une joute. Il y a la première ministre, Mme Fréchette, il y a des courriels qui sortent dans le public et qui disent que le ministre des Finances l'aurait averti de ne pas trop dépenser. Ouais. Mais tout ça, là, ce fuitage, ce coulage, ce jeu-là, s'il y avait un réel problème, puis c'est présenté à un juge, est-ce que le juge dit, bien, c'est normal, vous êtes en politique, est-ce qu'on va jusque-là? Oui, non, moi je dirais pas. Là. Quand même, je pense qu'ici, dans la joute politique, c'est un peu l'effet de surprise là, qu'ils veulent venir avoir. L'effet de dire, bien, on te laisse pas le temps de te préparer, voici ce qu'on laisse couler ici entre les lignes, arrange-toi avec ça maintenant pour essayer de regagner la confiance des gens qui peut-être auraient une perception différente de toi. Certain que d'arriver comme ça devant un juge, non. Là, mais il faut comprendre aussi donc c'est là des fois qu'on va peut-être trop loin. Je veux dire, c'est comme en matière politière. Le coulage qu'on appelle, c'est pas légal. Puis ça fait du mal. On a la cause, justement, célèbre de Jean Charest. Jean Charest, qui était en politique, il y avait une enquête en cours et on s'est rendu compte que l'UPAC, là, avec un jugement où est-ce qu'il a reçu 300 000 fuitait de l'information. C'est pas des choses légales, ça. C'est la joute. Mais est-ce que ça, c'est attaquable juridiquement? C'est une lame à deux tranchants. Ça peut être intéressant pour la personne qui fait cette fuite-là, entre guillemets, mais si, comme dans le cas de M. Paradis, dans le comté de Jean Talon, il retourne, puis il est capable de retourner l'information, et là, ça devient dangereux pour la personne qui a fait cette fuite-là. Alors, oui, ça peut être intéressant. Oui, des fois, ça peut être attaqué au niveau légal, mais au niveau de la joute politique, ça peut être payant d'un côté comme de l'autre. Ça dépend comment la perception populaire. Moi, ce que j'en comprends, si on prenait ça froidement devant un juge, puis on savait qui a fait ça, ça pourrait être sanctionné. Là. Bien, tout à fait. Et là, on parle tout le temps, on en a parlé tout à l'heure, d'intérêt public. Et d'ailleurs, on continue à écouter Éric Duhem à cet effet-là parce qu'il nous parle des attaques concrètes qu'il a vécues ces derniers temps. Il y a un bout qui est drôle. Tu sais, moi, quand je regarde des caricatures, je trouve ça drôle. Même quand ils me ridiculisent, ça fait partie de la joute politique. Puis ça, c'est dans la zone tout à fait confortable. Mais quand tu vas sur les réseaux sociaux, puis que là, tu reçois des menaces de mort, puis que là, tes proches, tes parents, tes amis voient ça, là, c'est une autre game. Parce que vous n'avez reçu. Oui, puis encore récemment, là, tu sais, puis là, tu te dis, OK, là, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je prête attention à celles et ceux qui me menacent de mort? Est-ce que je leur donne... Parce que c'est des trolls, là. Eux, ils veulent de l'attention. En quelque part, tu les nourris si tu commences à les exposer. Puis souvent, ils n'ont pas le courage d'afficher leur vrai nom ou leur vraie photo. Hein. C'est souvent des comptes anonymes ou pseudo-anonymes. Donc, c'est... Puis le fait d'avoir aussi des réseaux sociaux, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, c'était une niaiserie, là, mais il y avait un candidat de la CAQ à Rimouski qui était parti avec ses chums dans le sud pour une semaine là, en vacances. Puis il était allé aux toilettes pendant un party. Puis il y a quelqu'un qui est rentré avec un cellulaire, puis il a pris une photo de lui sur la toilette. Puis là, c'est devenu la craque de la CAQ. Pendant l'élection, ils ont sorti la photo, puis écoutez, ça fait des années, puis tout le monde en parle encore à l'Assemblée nationale. T'sais, ça a fait rire tout le monde. Ça doit faire 8-9 ans de ça. Ouais. Et donc, pourtant, c'est une niaiserie, là, on s'entend. Puis ça vient pas de lui, là. Mais non. Puis les jeunes, aujourd'hui, ont presque plus de vie privée, hein, parce que tout, c'est sur les réseaux sociaux, eux autres, là. Fait que, tu sais, des échanges avec ton ex, puis, tu sais, on vit toutes des difficultés dans notre vie. On a tous des affaires personnelles. On a tous un jardin secret quelque part, mais il est de moins en moins secret. Puis en politique, il est de plus en plus utilisé à des fins négatives. Si quelqu'un a un passé criminel, je pense qu'il faut le savoir.
C'est public. Parce que ça, de toute façon. on va en traiter avec notre équipe, l'intérêt public. Mais des fois, est-ce que l'intérêt public est où la déraille? ligne? Est où la limite? C'est ça. Il faut mettre une ligne à un moment donné. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui a une relation extra-conjugale, moi, personnellement, il me semble que ce pas de mes affaires. Tu sais, c'est pas... Tu sais, rappelez-vous, Marc Bellemare, sa fille avait dansé dans un bar. Tu sais, je sais pas si vous vous Ouais, je me rappelez de ça. rappelle. Ouais. Puis, tu sais, il avait été dans l'embarras politiquement, mais tu sais, je veux dire, tu choisis pas qu'est-ce que tes enfants font dans la vie, puis que ta fille est danseuse, je veux dire, ça ne veut pas dire que tu es un mauvais parent, puis ça t'incrimine d'aucune espèce de façon. C'est tellement dans la sphère personnelle. C'est très personnel. Ça avantage. Je veux dire, moi, je comprends la limite de l'intérêt public, mais j'ai l'impression quand l'intérêt public est dénaturé maintenant, là, surtout avec les réseaux sociaux. C'est de plus en plus difficile. Les attaques des autres politiciens, je vous dirais que il y en a que ça fait plus comme... C'est comme un jeu, c'est comme une joute, hein? Puis, C'est une joute. ça fait partie de la game. Puis il y en a d'autres où ça devient plus personnel. Puis c'est dur de dire pourquoi. Mais est-ce que ça arrive, vous dites, lui, de telle partie, oui, j'ai une aversion, à chaque fois il m'attaque et que ça nous fait réagir, moi, ou on est dans la joute Il y a des politique? politiciens là, qu'après, même des fois, on va se texter puis on va se dire, regarde, c'était une bonne shot, t'as bien fait, OK. t'as bien scoré, félicitations. Puis il y en a d'autres que pas du tout, j'ai aucun échange avec eux. Puis il y en a même un en particulier que, il a même refusé de me serrer la main. OK. Puis là, tu sais, ça, t'es rendu à un autre niveau, là. Fait qu'il y en a que la joute, c'est comme un combat fois, de ça boxe. devient personnel. T'es capable d'aller prendre une bière après avec. OK. Mais il y en a d'autres que c'est très personnel, puis t'es même plus capable de te serrer la main puis de te regarder dans les yeux. Fait que, tu sais, ça dépend, je pense, de jusqu'où les coups ont porté, puis quel type d'attaque c'était. Fait que plus c'est personnel, habituellement, c'est quand c'est personnel. Dès qu'on attaque ton intégrité, ta personnalité, ou ton nom, tu sais, n'importe quoi. Mais quand ça attaque les idées, je pense, moi, personnellement, c'est là que je la mets la barre. Qu'est-ce qui se passe avec le juridique? Pourquoi se lancer en politique, c'est si difficile? Comment on peut faire en tant qu'humain pour recevoir tous ces coups? Ça vient de où, juridiquement parlant? Écoutez, il y a eu des décisions, ma collègue pourra vous en parler tout à l'heure, des décisions qui ont fait école, qui disent c'est où les limites. Là. En politique, on ne peut pas tout faire, mais on peut faire probablement plus de reproches et plus d'insinuations sur les gens, leur comportement, parce que c'est une arène. Hein? On parle de l'arène politique. C'est un peu comme la boxe. Le boxeur qui embarque sur l'arène... C'est plus comme un ring. Oui, le boxeur, il embarque sur l'arène, bien, il sait qu'il y a des risques d'avoir des coups. Bien, en politique, c'est un peu pareil. C'est pas les mêmes coups. Les gauches, les droites ne rentrent pas nécessairement de la même façon, mais ça peut faire aussi mal des fois. Et là, il y a des limites qui ont été, évidemment, des balises ont été mises par la Cour suprême, la Cour d'appel et certains tribunaux ont encore des décisions récentes. Mais cela étant, ça fait en sorte que ces limites-là, des fois, se repoussent de fois en fois. Et les gens, bien, ils peuvent avoir une certaine crainte d'aller en politique parce qu'il y a des gens, il n'y a pas personne d'envie. En tout cas, il y a toujours un petit squelette dans le placard ou pas, mais tu ne sais pas ce qui va te tomber dessus. Tu ne sais pas ce qui va tomber sur ta famille, tes amis, ton entourage. C'est ce qui fait que ça peut limiter bien des gens d'aller à la politique. Mais je veux dire, on a déjà parlé de la diffamation. Ouais. Si on dit quelque chose qui peut lui nuire Ouais. ou qu'on sait qu'il va lui nuire. Mais là, moi, ce que je comprends, c'est quand on met le pied dans le jeu de politique, il y a... Pourquoi on peut parler de choses personnelles, de conjointes, d'enfants même des politiciens, ou aller dans des attaques sur ce qu'il a fait personnellement? Bien, même là, il y a quand même encore certaines limites parce que, veut pas, ça reste qu'il faut qu'on demeure dans ce qui est un sujet d'intérêt public. Là. Je veux dire, d'aller parler du conjoint d'un tel, d'aller parler de l'enfant d'un tel, ça n'a pas rapport avec la politique, avec l'emploi, avec ce qui est des nouvelles Les importantes, compétences les des compétences des gens, absolument. On entre un peu là, dans un domaine qui est inapproprié et inacceptable. Là. Il faut rester quand même dans un sujet qui touche à la politique, qui touche à qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir pour prendre des décisions éclairées par rapport à leur choix Mais en qui dit politique. ça? D'où ça vient, ça? Bien, ça vient de la jurisprudence, ça vient un peu des critères de la diffamation aussi, où on vient dire, bien, est-ce que c'est véridique? Est-ce que c'est d'intérêt public? Est-ce que ça a le rapport avec quelque chose que les gens ont besoin de savoir? C'est plus là où l'analyse vient être faite. C'est sûr que l'expectative de vie privée d'un politicien ou de toute personnalité publique Elle est plus mince. est plus mince, est vraiment plus mince. C'est pour ça qu'on dit que ça prend une bonne carapace, une bonne tête, ses épaules pour pouvoir faire le tri là-dedans. Mais c'est certain que, bon, leur vie privée est beaucoup plus observée, beaucoup plus rapportée que, par exemple, pour moi, qui n'est pas dans l'image publique. Mais il ne faut pas oublier, l'intérêt public, c'est important parce que, oui,
On Moi, veut pas... Ça vient, c'est à la Cour suprême? qui a Oui, dit ça? bien, tout à fait, C'est- parce qu'on a déjà dit, écoute, la personne qui se présente en politique, il faut toujours bien savoir un peu son pedigree, son background, excusez-moi l'expression anglaise, mais savoir d'où il vient pour savoir, lorsqu'on vote pour quelqu'un, est-ce que cette personne-là a le bagage nécessaire pour nous représenter ou pour tenir une fonction politique qui va faire en sorte qu'elle va gérer des biens publics, qu'elle va prendre des décisions dans l'avantage de la société? Alors, oui, il y a des choses qu'on doit savoir, mais est-ce qu'on doit tout savoir? Est-ce qu'on doit aller dans la chambre à coucher des gens? Est-ce qu'on doit savoir si quelqu'un a une tendance d'un côté ou de l'autre pour prendre des décisions politiques? Certainement pas. Et c'est là les balises, des fois, les gens dépassent la ligne, et puis, ben, il y a des chicanes. Puis, vous savez, à l'Assemblée nationale au Québec, on a souvent des débats, et il y a des mots qui sont proscrits. Les députés, ils sont très habiles, vont chercher d'autres mots pour donner des qualificatifs qui ne sont pas toujours flatteurs envers les collègues. Alors, c'est sûr, lorsqu'ils sortent de la Chambre ou lorsqu'ils sortent de l'Assemblée nationale, Chambre des communes à Ottawa, ils peuvent être des amis, aller prendre une bière, mais lorsqu'ils s'envoient des insultes à qui mieux, en pleine chambre ou en pleine Assemblée nationale, pas sûr que ça leur tente rien que de prendre un verre d'eau ensemble. Non, évidemment. Mais moi, ce que je vous parlais de ligne, là, je veux savoir, bon, un politicien vient me voir, veut prendre une action contre un autre politicien. Là. C'est arrivé, on l'a vu dans le cas de Bellemare contre Charest, des choses comme ça. Bon, qui va me dire, elle est où la ligne, juridiquement parlant? C'est qui décide de ça? Bien, il y a plusieurs principes de Cour suprême qui viennent être mis en cas ici. Mon confrère me l'a mentionné aussi. Ça s'est repris en Cour supérieure, bien évidemment, ces principes-là. Mais on revient toujours à la réputation, au droit à la vie privée. On revient toujours là-dedans, mais la limite qu'eux ont établie en Cour suprême, c'est de venir dire qu'il y a une différence avec quelqu'un qui est dans son salon, tout bonnement, et quelqu'un qui est une personnalité publique. Puis, ce qu'ils viennent dire aussi en Cour suprême, c'est que c'est pas une personnalité, ça va pas être un politicien là, super reconnu, le premier ministre nécessairement, c'est dès que quelqu'un a une notoriété quelconque. Ça peut même être, par exemple, peut-être, bon, on reste en politique, là, mais un maire ou quelqu'un qui prend part à des débats publics, bien déjà là, cette personne-là, la ligne est déjà pas mal plus longue là, à franchir avant qu'on tombe dans la diffamation. Donc, la Cour suprême, c'est elle qui pousse la ligne de la politique. Oui. Est-ce que j'ai raison de dire qu'un acteur qui est public versus un politicien, avec le politicien, on peut en dire beaucoup plus que c'est d'intérêt public, tandis que l'acteur, ça l'est moins? Bien, C'est possiblement. Ça? Parce que lui, il gère Ouais. des choses publiques. Là. Exactement, mais écoutez, votre exemple est bon. Ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un a une occupation, bon, on parle d'acteur, de comédien, peu importe, est-ce qu'on peut diffamer moins cette personne-là qu'un politicien? Réponse non. Mais cela étant, les conséquences sont peut-être pas les mêmes aussi à ce niveau-là. Ah. Lorsque les conséquences, un individu ou une famille, ça va, mais lorsque c'est un individu, une famille, puis une famille politique, on vient élargir moi, ce que les je comprends, conséquences. c'est que quand tu t'appelles politicien, Ouais. les tribunaux viennent de pousser la ligne assez loin. Il faut être fait fort pour aller en politique. Oui. Et à cet effet-là, pensez-y, là, on va continuer à écouter Éric Duhem. Est-ce que ça décourage les bons candidats de se présenter? On écoute M. Duhem. Est-ce que ça fait fuir les gens de la politique? C'est sûr que ça a un effet dissuasif. Là. Où les gens me disent « Éric, toi, tu n'as juste pas payé t'as payé un compte de taxe 3 mois en retard. Moi, j'ai fait une faillite il y a 20 ans. Je peux plus y aller. Là. Pourtant, c'est pas illégal de faire une faillite. C'est pas criminel de faire une faillite. Ça peut arriver que quelqu'un part une entreprise, prend des risques, il se casse la gueule. Puis, il y a des... Mais on veut-tu vraiment des gens qui nous représentent, qui sont épurés, plus blancs que blancs, qui n'ont pas d'expérience? Tout le monde a un passé. Tout le monde a peut-être fait des erreurs, mais ce que je comprends, c'est qu'en politique, on ne tolère pas ça. Bien, c'est de plus en plus difficile. Puis c'est plate parce que le message qu'on envoie, c'est si vous voulez garder une vie privée, vous ne pouvez plus faire de politique. C'est comme si on évacue tout le monde qui veut garder sa vie privée. C'est même, je vais prendre un exemple bien niaiseux, mon conjoint.
Tu sais, moi, je ne veux pas l'exposer. Tu sais, c'est rare, vous le voyez à peu près jamais. Là. Je sais, il y a des politiciens, vous voyez souvent leurs femmes, puis leurs enfants, puis leurs chiens, puis tout le monde. Là. Mon chien, ça ne me dérange pas, mais mon chum, je veux pas le... parce que je veux le protéger. Je veux le protéger parce que je veux pas que il y ait des représailles au niveau de son travail. C'est quoi l'intérêt du public? C'est quoi l'intérêt public? Je pense pas que le conjoint ou la conjointe d'un politicien devrait être d'intérêt public. Non, mais en même temps, il y en a qui l'utilisent, tu sais, qui vont y faire des discours, qui vont la mettre en avant pour essayer d'avoir des votes. Fait que là, c'est dur après ça de dire non, vous ne pouvez pas l'attaquer. Tu sais, c'est pour ça que c'est toujours une zone grise. Hein? C'est difficile de mettre une ligne claire. Puis c'est pour ça que j'ose pas. Tu sais, je ne suis pas tranché là-dedans parce qu'il y a beaucoup de gris. Puis même au niveau juridique, c'est gris. Écoute, M. Duhem, est-ce qu'en politique, on veut des gens qui lavent plus blanc que blanc? Est-ce qu'on veut des gens qui n'ont jamais eu de problème? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on veut des gens qui n'ont jamais fait face à l'adversité? Parce que la manière qu'on traite ça, qui fait peur à bien des gens de se présenter, c'est que vos travers, on va les mettre sous la lumière. C'est sûr. À cause juridique, votre Cour suprême, Maître Côté, qui a mis la ligne à l'autre bout de la table. Très loin. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Duhem a des convictions. Puis, comme je dis, on ne fait pas de politique, on n'est pas conservateur, mais c'est quand même un bon exemple. Puis il y en a des convictions. Mais est-ce qu'il y a des choses à changer en politique? On est là pour ça, la firme. Est-ce qu'il y a un problème parce qu'on va trop précisément sous tous les travers personnels? C'est comme dans tout dans la vie, Maître Bernier. Il y a toujours des limites qu'on ne doit pas trancher, on ne doit pas traverser. Mais cela étant, si tu t'en vas en politique, il faut que tu t'attendes à ça. Bon, ça, c'est une chose. Est-ce que maintenant, on veut avoir des gens, comme vous dites, plus blancs que blancs? On ne veut pas avoir... Vous savez, il y a un dicton qui dit que les personnes les plus fortes, ce n'est pas ceux qui sont très hauts, c'est ceux qui ont tombé, qui sont capables de se relever. Alors, et voilà. Alors, oui, il faut s'attendre à ça. Mais est-ce que les gens qui ont quelque chose à se reprocher, parce qu'au niveau financier, au niveau des taxes, au niveau de la famille éloignée, il s'est passé des choses, bien là, c'est parce qu'à un moment donné, on n'aura plus jamais personne qui va se présenter. Alors, il faut faire la part des choses. Maintenant, il reste que les limites en politique, bien, il faut avoir le dos large. Ça, c'est connu. Mais il faut faire la part des choses, mais est-ce qu'on la fait? Bien, c'est sûr qu'il faut faire la part des choses, mais en même temps, si volontairement, il y en a qui font des gestes un peu sneaky, puis qu'ils voient que, tu sais, je m'en sors, bien, à un moment donné, peut-être que tu t'en sortiras plus. Là. Fait qu'il y a ça aussi. Fait qu'on veut pas des gens plus blancs que blancs, on veut pas des gens parfaits. Il y aurait personne qui se présenterait, de toute façon. Mais on veut quand même des gens qui ont une tête sur les épaules, qui prennent des bonnes décisions, puis qui sont en mesure de dire, OK, oui, peut-être qu'ici, j'ai pas fait la bonne affaire, voici une solution. Oui, mais en ce moment, là, quelqu'un qui a fait faillite, qui a remonté, on va le taper. On va le sortir. OK, c'est ce qui va arriver. C'est arrivé au municipal, là, avec Bruno Marchand. Il y avait un candidat, il avait fait faillite, il l'a sorti. Oui, je comprends. Mais excusez, le Québec n'est-il pas un peu... frileux? Dans la misère. Non, mais je veux dire, on a une pente à remonter. Il n'y a pas de médecin de famille pour tout le monde. Il y a je veux dire, il y a de l'ouvrage. Qui va prendre peut-être un Québec moins, moins prospère et le remonter avec des solutions? C'est peut-être le gars qui a eu de la misère. Exact. Qui s'en est sorti. Oui. Mais moi, je pense que ces gens-là sont évacués. Exact. Puis, évidemment, c'est dissuasif parce que ces gens-là n'osent pas venir. Il y a une chanteuse au Nouveau-Brunswick qui a dit « Ma vie, c'est bon. » En politique, là, ben, c'est un peu ça aussi. Les gens ne viennent pas en politique parce que c'est de la... Comme la chanteuse disait, parce qu'ils ont peur, effectivement, de se faire reprocher des choses qui n'ont rien à voir avec l'engagement politique qu'ils sont prêts à faire. Puis, d'un autre côté, bien, s'ils ne viennent pas, ces gens-là, qui va pouvoir, un moment donné, nous sortir de justement cette... Je ne dirais pas le mot encore, mais ça nous prendrait des gens qui l'ont déjà été. Je ne sais pas si vous connaissez la blague du petit oiseau qui faisait pit-pit, puis l'a contré une autre fois, là. Mais la morale de l'histoire, c'est quand tu es dans... Ferme ta boîte. Je comprends pas. Bon, alors. C'est pas grave. Mais moi, là, ce que je me dis, c'est que... Et puis, regarde, je suis un optimiste. Même avec l'émission, c'est ce que je veux, faire réfléchir. Mais
C'est peut-être un de nos gros problèmes en politique. Sûrement. Puis je veux rien enlever ceux qui se sont présentés, je leur donne. Mais quand je vois comment qu'on peut démolir quelqu'un et sa famille, quand j'entends, excusez, c'est le justicier en moi, j'entends un politicien dire publiquement, je sors de politique parce que c'est trop dur pour ma famille. Exact. Mais comment ça peut arriver? Absolument. Comment on peut avoir des candidats? Je pense que ça devient trop rough. M. Duhem s'est battu. Il a même fait une crise cardiaque, il l'a dit. Bon. Moi, je pense qu'il y a quelques devoirs à faire. Puis peut-être juridiquement parlant, est-ce qu'il y a de quoi faire? Sûrement. On pourrait. Écoutez, on poursuit qui, M. Boily? C'est parce qu'il y en a. Il y a quand même il y a des poursuites au niveau municipal, provincial, même fédéral. Il y a eu des poursuites en diffamation qui n'ont pas toujours donné des résultats escomptés, mais au moins les tribunaux ont mis des balises à ça. Oui, en politique, on l'a vu tout à l'heure, en politique, c'est une joute, c'est serré, il y a un arène, il y a des coups qui se donnent, plus que dans la vie courante. Mais cela étant, ça ne veut pas dire que tout le monde est découragé par aller en politique. Éric Duhem en est un exemple flagrant. Il se bat depuis des années avec un pourcentage de gens qui votent pour lui, puis il n'y a même pas de députés. Puis ça, on pourrait en parler, le fait de non-représentation de ces gens-là, mais c'est une autre chose. Mais il y a quand même des candidats. Oui, puis ça vient faire un peu, le tri, c'est un tri plate, là, parce qu'il faut quand même que tu passes par te faire insulter tous les jours sur les réseaux sociaux et dans la place publique. Ça, il en parle. Exact. Faut que tu te présentes en politique, prends un cours en menace de mort parce que Absolument. tu vas en recevoir. Oui, exact. Mais ça vient un peu, veut pas faire le tri de qui est capable de toffer ça. Qui est capable d'avoir le dos assez large pour en prendre puis pour dire, ben OK, gars, moi, je me mets devant l'entièreté de la ville, l'entièreté du pays, puis écoute, je le représente, je fais de mon mieux. Je vais prendre ce que vous me dites. Moi, je le sais que ce que je fais, c'est la bonne chose. C'est un bon point parce que justement, quand je pose la question à Éric Duhem, c'est quoi le pire crime de la politique? Il en revient à ça. C'est d'être assez fort, puis c'est peut-être pour ça qu'ils sont mis au test, pour ne pas flancher par rapport aux engagements pris sans faire de envers politique. les citoyens. Parce qu'en réalité, le pire crime en politique, c'est de mentir. Ouais. Donc, il faut avoir la force de caractère pour dire à des gens ce qu'ils ne veulent peut-être pas entendre, mais à l'inverse, le vote peut... Tu sais, c'est un jeu, parce que si tu es trop honnête en politique, je ne sais pas, des fois, tu peux désillusionner des gens, et ces gens-là peuvent arrêter de croire en toi. Vous parliez de la justice tout à l'heure. Où est-ce que la justice populaire, là, elle est à tous les 4 ans, ou à toutes les fois qu'il y a une élection, elle est là, la justice populaire. Alors, les gens vont voter, et c'est pour ça qu'on dit aux gens, allez voter, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'en quelque part, quelqu'un qui va mentir en politique, il va le recevoir sur le nez à un moment donné, l'effet boomerang va revenir, et puis on va peut-être le vivre à la prochaine élection. C'est vrai. Allez voter, morale de l'histoire. Mais effectivement, c'est ça. L'élection démocratique qui fait ce tri, dans le fond, à toute cette joute, et même certaines fois des coups bas. Merci pour votre analyse. Merci à Éric Duhem de s'être prêté au jeu. Donc, à la maison, vous vivez une injustice, communiquez avec nous. Vous avez la boîte vocale au bas de l'écran. Confidentielle, faites-nous part de vos problèmes et écrivez-nous à infolafirme.tv. On se retrouve la semaine prochaine.